monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Conseil des ministres ce dimanche, présidé par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Réunion consacrée à l'examen de 2 projets de loi relatifs à l'information et à l'audiovisuel et 2 exposés inhérents au secteur des affaires étrangères et de la santé. L'actualité nationale, c'est également la rentrée de la formation professionnelle session février 2021-2022. Plus de 200 000 nouveaux stagiaires ont rejoint aujourd'hui les centres de formation, des formations adaptées aux besoins de l'économie nationale et aux besoins du marché de l'emploi. Un reportage à suivre dans cette édition à l'école d'excellence de Ruiba qui propose aux apprenants des formations aux métiers du bâtiment, de l'automobile, de l'industrie pharmaceutique et des énergies renouvelables. Campagne nationale de vaccination en milieu professionnel. Aujourd'hui, elle concerne le personnel de la compagnie nationale Sonatrach, dont l'objectif est de préserver la santé du personnel et le bon fonctionnement des installations de la compagnie. À l'étranger, le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour l'indépendance alors qu'il célèbre aujourd'hui le 46e anniversaire de la création de la République arabe sahraoui démocratique avec autant de détermination et de résolution à aller jusqu'au bout de son objectif. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de 2 projets de loi relatifs à l'information et à l'audiovisuel et 2 exposés inhérents au secteur des affaires étrangères et de la santé. D'autres questions relatives à la prise en charge des préoccupations des citoyens seront également examinées. L'actualité nationale, c'est également la rentrée de la formation professionnelle, session février 2021-2022. Plus de 200 000 nouveaux stagiaires ont rejoint aujourd'hui les centres de formation. Le programme pédagogique du secteur prévoit des spécialités couvrant 23 branches professionnelles. Objectif, adapter les formations aux besoins de l'économie nationale en termes de main-d'œuvre qualifiée et de besoins du marché de l'emploi, en insistant sur la promotion et le développement du mode de formation par apprentissage. Et justement, pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle a dû adapter la nomenclature des branches et des spécialités en fonction des besoins des entreprises, mais également des apprenants. Et visiblement, l'industrie, le numérique et l'agriculture viennent en tête des formations les plus prisées. Reportage Samira Hadjamar. C'est la rentrée nationale de la formation professionnelle et cette nouvelle session s'inscrit sous le signe de la complémentarité et l'adaptation des offres de formation aux besoins du marché national. Si on a principalement des personnes qui n'ont pas eu l'occasion de choisir une voie professionnelle durant la rentrée de septembre, ont largement le temps de choisir ou de s'inscrire pour une formation pour la rentrée de février 2022. Notamment les gens qui n'ont pas eu l'occasion de suivre des formations de BTS. Le secteur de la formation professionnelle met l'accent sur l'orientation des spécialités et offre vers des secteurs spécifiques. On peut retrouver les métiers liés à l'industrie, donc qui englobe plusieurs domaines de formation, qui sont de l'ordre de près de 17%. On retrouve les métiers liés au numérique, on retrouve un taux de 13% des apprenants qui sont au niveau des établissements de formation et d'enseignement professionnel. On retrouve aussi les métiers liés à l'hôtellerie, tourisme et restauration. Donc on a un taux qui avoisine les 13%. On a le bâtiment et travaux publics qui sont autour de 10%. Et on a le taux qui est en relation avec les métiers tertiaires qui tourne autour de 20%. À l'issue de sa formation, l'apprenant doit effectuer un stage pratique pour obtenir son diplôme. Il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle la formation par apprentissage, où l'apprenant
il est placé directement au niveau d'une entreprise, sachant que l'entreprise, elle est dans l'obligation d'accueillir des apprentis. Sinon, elle est appelée à payer une taxe à hauteur de 20% de la masse salariale. Le deuxième cas de figure se pose par rapport à la formation présentielle. Il y a des stages qui sont organisés par l'établissement de formation au profit de cet apprenant. Pour rappel, le secteur de la formation professionnelle offre pour cette nouvelle session plus de 280 000 places aux apprenants dans différentes spécialités. Alors des spécialités qui sont étoffées chaque année par de nouvelles filières à l'image du secteur de l'énergie. Dont l'école d'excellence de Ruiba en a fait sa spécialité. Un bel exemple qui propose aux apprenants aussi une formation au métier du bâtiment, de l'automobile, de l'industrie pharmaceutique et des énergies renouvelables, des formations à la carte selon les besoins des industriels. Reportage Yasmine Msouadi. Motivés et déterminés, ces candidats venus des 4 coins du pays espèrent intégrer l'école d'excellence de l'énergie et de l'électricité de Ruiba. Pour cette deuxième session de l'année, 24 places seulement sont disponibles. Au moment de la sélection, on choisit les meilleurs. Et les formateurs, ils ont reçu des formations, que ce soit ici ou à l'étranger, donc ils sont vraiment très bien formés dans le domaine, par des experts dans le domaine. Et quand on a le meilleur comme prof, le meilleur comme élève, le produit ne sera que meilleur. Et ils sont très demandés par le secteur économique. Pendant 30 mois, les admis recevront une formation complète qui alliera la théorie à la pratique. La première année, ne tenant compte du fait que ce domaine est tout à fait nouveau pour les stagiaires, nous veillons à leur donner toutes les informations nécessaires à travers les travaux pratiques. Dans ce laboratoire, doté de tous les équipements, leur assurant le meilleur apprentissage. Créé en 2016, ce centre propose une formation diplômante, gratuite et de qualité dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'automatisme industriel. Un secteur très dynamique et pourvoyeur d'emplois. Les diplômés ne risquent pas de chômer à la fin de leur stage. Nos stagiaires en sortant, ils négocient leur poste. Donc c'est tellement assuré, ils négocient même leur poste. Donc oui, certains préfèrent aller lancer leur propre boîte en start-up ou en petite entreprise, voilà, selon d'autres qui sont vraiment demandés par ses partenaires économiques d'ailleurs. Des partenaires économiques dans différents secteurs d'activité qui s'engagent à offrir aux apprenants des stages en immersion qui ouvrent souvent la porte à l'embauche. Donc aujourd'hui, nous avons signé une convention avec le ministère de la formation professionnelle, donc avec la direction de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger et avec Sebat, c'est-à-dire le centre d'excellence, pour justement aller dans des créneaux un peu spécifiques tels que le véhicule électrique et le véhicule hybride. Donc d'abord, c'est ramener ce savoir-faire, c'est diffuser ce savoir-faire. On a bien sûr un deuxième volet, c'est de trouver aussi donc des stages d'apprentissage pour ces jeunes-là qui vont être formés, bien sûr, parce que sans apprentissage, on ne peut pas compléter notre formation. Et puis, bien sûr, si demain, on peut aussi aller dans tout ce qui est embauche et trouver, donc recrutement, etc. Le programme dispensé est en permanence actualisé selon les besoins du marché de l'emploi. Pour décrocher une place au sein de l'établissement, pas besoin du baccalauréat. Il vous suffit de disposer d'un certificat de 3e année secondaire dans les filières scientifiques ou techniques et de réussir au test d'admission. Le secteur de la pêche, longtemps considéré comme une activité exclusivement masculine, commence à être investi par les femmes grâce à la formation professionnelle. Nous vous emmenons à Amsterdam où des femmes se forment au ramandage. Reportage Selim Skandar. Le secteur de la pêche, connu pour être un milieu masculin, est investi lui aussi par des femmes. Une aiguille à ramander dans une main et le filet dans l'autre main. Ces femmes œuvrent à tisser des liens avec le milieu marin. Ça, c'est un filet de pêche endommagé. Et là, je suis en train de le ramander pour qu'on puisse le réutiliser dans les plus brefs délais. Une immersion dans un monde à forte domination masculine où la femme assume ce combat avec brio, en faisant face au scepticisme des pêcheurs.
كيما مثلا لي بيسين بالباسابور وتحلي عبالك لا ميكس كيعيطوا لها هنا يعيطوا لها مايطا وفرونسي لا ميكس. هذه لا ميكس باش تفوت لاباس وتفوت كسمو باش تاكوردي حبل مع حبل شويه يلق لها جهد. حنا رجاله دي فوا زوج متقابلين عليها هكا ويلق لنا شويه صحه. رانا نكونوا في المراه من خلال شعبه Nous avons lancé une nouvelle spécialité, à savoir le ramondage et le montage de filets de pêche. Une formation destinée exclusivement aux femmes de la région. Une formation chapeautée par la Chambre de la pêche et de l'aquaculture et l'Institut de formation professionnelle d'Oran. Et ce qui nous encourage à insister sur cette formation, c'est la volonté et la détermination de ces femmes d'apprendre ce métier coûte que coûte. Un engagement soutenu par la politique du gouvernement qui vient d'ouvrir des formations professionnelles aux femmes dans les métiers marins et qui ne peut être que bénéfique à l'essor du secteur de la pêche. À Ain Salah, la filière de la tomate semble prometteuse. La production dépasse les 25 000 tonnes par an. Les agriculteurs en sont très fiers. Cependant, ils demandent une attention particulière de la part des pouvoirs publics, notamment pour améliorer l'état des routes. Commentaire, Samira Hadjamar. Une terre rocailleuse et aride, de quoi faire fuir le plus téméraire des agriculteurs. Mais pas Mohamed et ses ouvriers agricoles qui, grâce à beaucoup d'huile de coude, ont réussi à transformer cette terre sans vie en havre vert où pousse une tomate rouge savoureuse. Grâce à Dieu et à notre volonté, nous sommes parvenus à transformer cette terre aride en paradis fertile. Nous sommes fiers de ce que nous produisons. Regardez, près du camion, nous avons une production de plus de 100 quintaux. On attend plus de soutien de la part des autorités concernées. Cette terre est devenue généreuse. Elle offre aujourd'hui à ses travailleurs une belle récolte qui répond largement aux besoins de cette région en tomates fraîches. L'année dernière, nous avons produit près de 25 000 tonnes de tomates. Une production transformée en totalité dans les unités de transformation et de conditionnement de la région. En plus, nous produisons nos propres graines de tomates qui sont de très bonne qualité. À Ain Salah, il y a du travail. Il faut juste aider ces agriculteurs, notamment en leur facilitant l'accès à leurs terres, avec la réalisation de routes carrossables, l'électricité et l'alimentation en eau pour l'irrigation de leurs parcelles. يعني بصفة عامة ماذا بكم تعاونوا هذا الناس هم ناويين للخدمة ولكن الله غالب ما كاش. La production abondante et de qualité de la tomate ces dernières années démontre des indicateurs positifs vers l'autosuffisance, à condition qu'une attention particulière soit accordée aux agriculteurs. La campagne de vaccination anti-Covid-19 se poursuit dans la région de Hassermel, notamment pour le personnel de la compagnie nationale Sonatrach, une action menée par la direction des affaires sociales dans le souci de préserver la santé du personnel et le bon fonctionnement des installations de la compagnie. Une campagne qui concerne également les populations des régions avoisinantes. Reportage Saïda Mayouf. Soucieuse de la bonne santé de son personnel et compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui prévaut, la Sonatrach, à travers la Direction générale des affaires sociales de la région de Hassermel, poursuit sa campagne de vaccination entamée en mois de mars 2021 et ce, dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur. On est donc à la 5e mise à jour de notre protocole sanitaire Sonatrach. Cette mise à jour qui suit l'évolution de l'épidémie depuis le début, depuis mars. On est actuellement avec le contrôle au test antigénique rapide. Grâce aux efforts de monsieur le chef de région, monsieur Yahyaoui, il a mis à la disposition du personnel vacciné des sites ou des centres de vaccination au niveau des CMS MNIA, l'Orwat, ONR, c'est Oued Noumer, l'Orwat, Gardaya. Au niveau de la région Hassermel, il y a 3 centres de vaccination, les ateliers centraux, la base 24 et les ASL. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin que se déroule à bien cette opération. Une équipe médicale à pied d'œuvre et un appareillage d'une haute technologie. Immunité collective oblige.
C'est ma deuxième dose de vaccin anti-Covid-19. Je suis convaincu que c'est la meilleure solution pour endiguer cette pandémie. Ce vaccin est devenu une obligation pour se protéger son entourage. C'est une nécessité afin de sortir définitivement de cette situation trop critique. À travers les orientations du ministère de la Santé, on a fait la vaccination de proximité. Donc on est allé jusqu'au site éloigné de son attaque, tels que les stations, tels que les DSP, pour faire adhérer les agents à cette vaccination. Les zones enclavées. Oui, exact, effectivement. Nous avons même couvert des populations, c'est-à-dire éloignées, en partenariat avec la DSP, avec la direction de la santé du Wilaya. Aujourd'hui, nous avons vacciné 8239 dans les agents Sonatrach, les sous-traitants, la population et les extras, même les retraités. Par rapport aux agents Sonatrach, nous avons vacciné 3865, qui représente 64% d'effectifs de Sonatrach à Hassermel. La vaccination demeure ce moyen on ne peut plus efficace afin de préserver la santé de tout un chacun et assurer ainsi la durabilité du bon fonctionnement des installations et la continuité de la production. Et justement, grâce à la campagne nationale de vaccination, le bilan Covid est en nette régression. 72 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 89 guérisons et 5 décès ont été enregistrés par le ministère de la Santé. Et puis le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger rappelle aux citoyens algériens présents et établis en Ukraine à suivre les orientations de l'ambassade d'Algérie à Kiev via son numéro vert, le 0800 5068, en plus du numéro vert créé au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, le 021 50 45 00. Pour les Algériens ayant traversé les frontières ukrainiennes à destination de la Pologne et de la Roumanie, le ministère les invite à prendre attache avec l'ambassade d'Algérie à Varsovie en appelant le 00 48 22 617 58 55 et le numéro vert, le 00 48 780 605 353 et l'ambassade d'Algérie à Bucarest en appelant le 00 40 21 314 45 65. Et puis le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger rassure qu'aucun décès n'a été enregistré jusqu'alors parmi les membres de notre communauté établie dans ce pays. 4e jour de l'offensive lancée par l'armée russe pour le contrôle de la capitale ukrainienne Kiev avec une percée à Kharkiv, 2e ville d'Ukraine face à l'offensive russe. Les Occidentaux ont adopté dans la nuit de samedi à dimanche de nouvelles sanctions contre Moscou en excluant des banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT et s'apprête à livrer davantage d'armes à l'Ukraine. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se réunir ce soir pour adopter une résolution réclamant une saisine de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation en Ukraine. Amel Boarba. La pression internationale et les sanctions occidentales ne semblent pas dissuader Vladimir Poutine qui poursuit ses opérations militaires en Ukraine. Son armée gagne du terrain alors que la bataille pour le contrôle de la capitale Kiev se poursuit. Au 4e jour des combats, les forces russes intensifient leur percée à Kharkiv, 2e ville ukrainienne. Face aux opérations russes, les Occidentaux ont formé une coalition internationale pour soutenir l'Ukraine et lui livrer davantage d'armes. Rompant avec sa politique traditionnelle de refus d'exporter des armes létales en zone de conflit, l'Allemagne a annoncé la fourniture à Kiev d'un millier de lance-roquettes anti-chars et de 500 missiles sol-air. Washington a annoncé pour sa part envoyer une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 350 millions de dollars. D'autre part, de nombreux pays européens ont annoncé la fermeture de leur espace aérien aux avions russes. Et dans ce contexte de persistance des combats, le Kremlin a renouvelé sa proposition de pourparlers avec l'Ukraine, proposant comme lieu de rencontre
Gomel au Bélarus. Toutefois, le président ukrainien Zelensky s'est dit prêt à des négociations avec Moscou, mais pas au Bélarus, estimant que ce pays sert de base arrière à l'invasion de l'Ukraine. Réunis hier, Pendant ce temps, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne durcissent les sanctions contre Moscou, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la finance et des transports. Les Occidentaux ont ainsi annoncé l'exclusion des banques russes de la plateforme interbancaire SWIFT. Bruxelles va également proposer aux pays de l'Union européenne de paralyser les actifs de la Banque centrale russe et d'empêcher la plupart des transactions financières mondiales et par conséquent les exportations et importations russes. De son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir ce soir pour adopter une résolution réclamant une saisine de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la situation en Ukraine. L'actualité à l'étranger marquée aussi par le 46e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour l'indépendance et continue de recueillir davantage de soutien et d'appui autour de sa cause juste, toujours avec autant de détermination et de résolution à aller jusqu'au bout de son objectif. Marim Damis. Le 27 février 1976 marque le début du processus d'édification de l'État sahraoui lorsque le Front populaire de libération de Sagia al-Hamra et Wad al-Dahab a décidé de proclamer la naissance de la RASD après leur retrait du colonisateur espagnol suite à la signature des accords de Madrid le 14 novembre 1975. Depuis sa création, la RASD avait mené des batailles à tous les niveaux pour obtenir son indépendance et mettre un terme au pillage de ses richesses par le Marzen, déployant ainsi des efforts diplomatiques immenses pour faire entendre la voix de son peuple à travers le monde, entraînant des victoires éclatantes sur les plans diplomatiques et juridiques. La plus récente de ces victoires est la participation de la RASD représentée par son président Brahim Ghali au 6e sommet de l'Union africaine et l'Union européenne tenu dernièrement à Bruxelles. Le peuple sahraoui est resté au fil des ans attaché à sa cause juste, poursuivant sa lutte pour le recouvrement de son droit inaliénable à l'autodétermination par des moyens pacifiques jusqu'à la violation flagrante par le régime marocain de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020. Qui l'a contraint à reprendre la lutte armée. 46 ans après la création de la République sahraoui, la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental continue d'enregistrer des violations de plus en plus graves. Le Marzen poursuit sa politique de perpétration des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et de génocide contre les civils sahraouis. L'élan de solidarité n'a cessé de croître, ce qui se traduit par le nombre important de visites effectuées par des responsables politiques et acteurs associatifs étrangers. Outre la visite du président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Francesco Rocca, qui a appelé à sensibiliser la communauté internationale quant à la situation humanitaire des réfugiés. Au Maroc, plusieurs associations marocaines de défense des droits de l'homme activant en France appellent un rassemblement le samedi 5 mars prochain devant l'ambassade du Maroc en France pour dénoncer les pratiques répressives du régime du Marzen et exiger la libération de tous les détenus politiques et d'opinion dans le royaume El Kablel. Poursuites judiciaires, emprisonnement de journalistes indépendants et inculpation d'artistes et de citoyens sur la base d'accusations fallacieuses. Des pratiques répressives du régime du Marzen dénoncées cette fois-ci par les associations marocaines de défense des droits de l'homme activant en France. وتصطفوا من الشمال ولادكم خرجوهم ولادنا شردوهم عندكم البريفي ياخذكم الحق. Ces dernières ont appelé à un rassemblement le 5 mars prochain devant l'ambassade du Maroc en France afin de dénoncer ce durcissement répressif et exiger la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, notamment les journalistes, youtubeurs, activistes des droits humains, militants des mouvements sociaux et tout citoyen exigeant la justice sociale.
En effet, la liste des victimes de la brutalité répressive ne cesse de s'allonger. Les enlèvements, la torture, les arrestations arbitraires et les condamnations à de lourdes peines de prison demeurent la seule réponse à toute expression critique de la part du Makhzen, déplorent ces associations qui assurent la poursuite de leur mobilisation pour exiger la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. ما نفقوش في الناس ما نفقوش في الناس كان واحد اللي كيحكم هو محمد السادس ما بقاش نردو هنايا خنوش بركيران الهكاره كاين واحد اللي كيحكم في المغرب هو اللي استولى على كلشي ثروات البلاد وجعل المواطنين ما يبقاو ما ياكلوا الجوع الناس عايشين في الجوع خاصكم الحل ما عندناش هذا النفاق ولا احزاب كيسوقوا القصر إلا بغى المغرب غادي يتغير يخص الاحزاب يخدموا الشعب ما يخدموش القصر اللهم إن هذا منكر خلينا بهذا النفاق. Le collectif d'associations promet de rester mobilisé pour exiger que les droits fondamentaux soient respectés, condamner les pratiques du régime et de son appareil policier, dénoncer les décisions d'une justice aux ordres d'un pouvoir autocratique et surtout pour que le Maroc honore ses engagements internationaux. Retour en Algérie pour parler de cette journée de formation Act for Life ou Agir pour la vie. C'est le thème d'une journée de formation organisée par le comité olympique et sportif algérien initié par sa commission médicale. L'objectif à travers cette journée de formation est de renforcer les connaissances et compétences en médecine d'urgence afin d'optimiser la prise en charge des cas d'arrêt cardiaque respiratoire en milieu sportif. Couverture, Fatah Abada. Une journée de formation destinée dans un premier temps aux partenaires du comité olympique algérien qui sont les différentes fédérations affiliées, mais qui se veut être une étape, voire un point de départ d'un grand projet qui sera généralisé sur le territoire national, dans le but d'initier et même former le maximum d'acteurs aux gestes qui paraissent à première vue élémentaires, mais qui peuvent être décisifs et pourraient sauver beaucoup de vies. Le comité olympique algérien est précurseur, notamment en Afrique. Nous sommes les tout premiers à accorder de l'importance à ce sujet-là et à agir en conséquence. Comme vous le savez, nous avons perdu pas mal de sportifs suite à une mort subite sur le terrain. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler. Mais nous avons jugé utile qu'il était encore plus important d'agir. Et dans ce sens, la journée d'aujourd'hui, le 26 février 2022, nous sommes en train d'agir. Comment? Eh bien, par le lancement d'une opération que nous avons appelée Act for Life, c'est-à-dire agir pour la vie, et qui englobe principalement une formation assez poussée sur les gestes d'urgence que l'on doit avoir face à un arrêt cardiaque sur le terrain. Cette journée a été rehaussée par la présence de M. Abdelrazak Sebgag, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui, tout en remerciant le comité olympique et sa commission médicale, a insisté auprès de l'auditoire afin de généraliser ces journées et en faire un point de départ pour un grand projet sur l'ensemble du territoire, tout en mettant tous les moyens nécessaires à la disposition des staffs médicaux afin de leur permettre la meilleure prise en charge possible des sportifs. متكامل يعني بإشراك الأطباء نتاع الاتحادات الرياضية بإشراك الأطباء المتواجدين في المديريات الولائية للشباب والرياضة من أجل ضمان أنه تكون كل الظروف ويكون بروتوكول اللي ينفذ اللوائح الاتحادات الرياضية واللوائح يعني الأولمبية. À signaler qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les sportifs ayant perdu la vie sur les stades. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Jamel Belmadi, anime en ce moment même une conférence de presse au Centre technique national de Sidi Moussa, à un mois de la double confrontation face au Cameroun les 25 et 29 mars comptant pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour évaluer une compétition,
que ce soit un succès, que ce soit un échec, comme ça l'a été sur celle-là, il faut prendre le temps évidemment de bien réfléchir, de bien analyser, d'évaluer toutes les situations et d'observer, de regarder plus s'il le faut encore les matchs, même si on les avait, on les avait bien en tête, mais toujours important de regarder et d'avoir une analyse pragmatique, constructive, pour d'abord mettre le doigt et faire le diagnostic sur un mal, parce qu'il y a eu un mal, un échec c'est évidemment qu'il y a beaucoup de choses, il y a eu un gros dysfonctionnement. Et puis surtout, puisqu'on a une compétition et des matchs à venir, très vite, trouver les solutions et soigner ce mal. La GS Saoura, représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, affronte aujourd'hui à Benghazi à 17 h les Libyens de l'Ittihad dans l'objectif de confirmer son réveil à l'occasion de la 3e journée du groupe B de la phase de poule. Et puis le représentant algérien en Ligue des champions d'Afrique de football, le CR Belouizdad, s'est imposé devant son homologue botswanais Jwaneng Galaxy par 2-1 en match comptant pour la 3e journée du groupe C de la phase des poules disputée hier à Francistown. À l'issue de cette journée, le CRB rejoint le S Tunis en tête du groupe C avec un total de 5 points. Lors de la 4e journée prévue les 11 et 12 mars, les Belouizdadi évolueront à Alger devant le même adversaire, Jwaneng Galaxy. L'autre représentant algérien de cette compétition, le S Sétif, s'est incliné hier à Durban face à son homologue sud-africain Amazulu FC, 1-0. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifient au quart de finale. Rien ne se perd, tout se récupère. Un vide-grenier s'est installé le temps d'une belle matinée à Alger. L'événement a attiré beaucoup de curieux, mais aussi les habitués à la recherche de la bonne affaire. Raouf Hamouche y a pris part. Reportage. C'est une tradition qui commence petit à petit à s'installer en Algérie. La saison des brocantes et des vides-greniers. Rania et Idir sont des habitués amateurs de ce genre de négoce. Ils ne ratent pas une occasion pour aller dénicher l'objet rare. Ils ont le flair pour les bonnes affaires. Elle fait combien, madame? 50 dinars, madame. 50 dinars. Merci beaucoup. Merci. Je vous donne un sachet. Oui. Pour dénicher l'objet que l'on cherche, il faut une dose de chance, avoir l'œil et surtout savoir bien fouiller. Heureusement ici, les prix sont plus qu'abordables. D'ailleurs, c'est le principe du jeu. Je suis venue passer un bon moment de convivialité, faire de bonnes affaires. Il fait beau, il faut profiter. Il y a de belles choses, de très jolies choses. Et je vous invite à tous de venir découvrir les stands de chacun et chacune. Vous trouvez de très jolies choses. J'ai vu une annonce sur Facebook. En quoi il y avait un vide-grenier à Club Fate, c'est ça. Donc je suis venue dénicher des choses, voilà. Très bien. Et moi je suis très fan des vides-greniers, je vous dis pas, des brocantes. Même en Europe, quand je voyage, moi je déniche des belles choses. Ah, je vous dis pas, j'adore. Chaque quinzaine, si la météo le permet, ce vide-grenier réunit plus de 50 exposants. Objectif pour eux, désencombrer la maison, passer un moment convivial et surtout se faire un peu d'argent. Voilà, donc je fais une bonne affaire. Pour quelques-uns, c'est pour la bonne cause. Alors nous sommes un groupe de bénévoles. On s'appelle, notre association s'appelle la Bonne Équipe. Et on vient au vide-grenier pour vendre des choses, de nos propres choses en fait, nos propres affaires, pour lever des fonds pour notre association La Bonne Équipe. Il y a les prix sont cassés et on trouve de tout. Et on trouve des bonnes affaires. Que nous, on aimerait bien qu'on aura beaucoup d'exposants à l'avenir, Inch'Allah, pour donner l'occasion à tout le monde, à toutes les femmes, parce que généralement c'est des femmes qui viennent ici, mais ils passent la journée, il y a une bonne ambiance entre femmes, ils font l'affaire donc entre elles. Donc j'aimerais bien que le nombre d'exposants mais couche limité, on n'a pas une limite. Nous retrouvons Rania et Idir, visiblement très satisfaits d'avoir chiné les bonnes affaires. C'était génial, ça s'est très bien passé. En fait, moi, le concept d'être à vide-grenier, je l'aime bien.
j'apprécie ça parce que en fait, les gens ils pensent que c'est des vieilles choses, qu'on n'a pas besoin. Mais moi, autant que voilà, même si je suis jeune et au lieu que j'achète par exemple au centre commercial, je peux trouver ici de belles choses avec un très bon prix. Très bien. Par exemple, voilà, Hadi c'est une coque. Par exemple, au centre commercial, tu peux la trouver à 2000, 3000 dinars. Moi, j'ai acheté à 500 dinars. Donc vraiment, c'était super, génial. Et en même temps, l'ambiance, on communique avec les gens. Surtout l'avantage, en fait, c'est le côté écologique. Il y a le recyclage aussi qui rentre en jeu. Du coup, ça peut être très très intéressant, en fait. Voilà, cette deuxième utilisation, on va dire, pour l'objet, ça permet vraiment à l'objet d'avoir une seconde vie et aussi, voilà, comme tu as dit, d'avoir un coût beaucoup plus avantageux, beaucoup moins cher que si on devait acheter ça dans un magasin traditionnel. C'est peut-être un simple vide-grenier, mais lorsque vous vendez un objet dont vous n'avez plus l'usage et qui pourra avoir une vie chez quelqu'un d'autre, vous participez à l'économie circulaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite de programme sur Canal Ageres.